Ok, Anthony, ça va? Anthony, il nous rejoint une fois de plus pour parler en ce qui concerne les nouvelles africaines. Nous allons nous parlons ici de la perspective africaine, puisque c'est très important, puisque les Africains sont bombardés par des médias étrangers et leur perspective parfois n'est pas favorable aux intérêts africains. Donc, il faudrait qu'on écoute, qu'on entend les perspectives africaines pour qu'on puisse résoudre un certain nombre de choses euh, quand il s'agit de l'Afrique. Donc, aujourd'hui, on va parler du Niger, du Burkina Faso et du Mali qui viennent de quitter les CEDEAO. D'abord, Anthony, est-ce que tu peux nous parler, tu peux nous expliquer qu'est-ce que cette organisation? Oui, ce sont le Niger, le Burkina Faso et le Mali sont des pays qui ont créé ce qu'on appelle le G5 Sahel. Au-delà de ces trois pays, nous avons également le Tchad, la Mauritanie, qui étaient les 5 pays qui ont créé le G5 Sahel. Cette organisation visait donc beaucoup plus le côté sécuritaire qui consiste à lutter contre le terrorisme. Non, Et attendez. vous savez, les tendances ont... Attends une seconde. On parle de la CEDEAO, n'est-ce pas? Oui. Mais là, c'est... Oui, je voudrais revenir, je suis en train d'expliquer, je vais revenir à cette question. Depuis un certain temps, vous avez constaté qu'il y avait eu coup d'État. Oui. Coup d'État dans ces trois pays. Et coups d'État qui ont été sanctionnés même par les organisations sous-régionales, à savoir la CEDEAO et d'autres coups d'État également en Afrique centrale, que vous avez vu l'exemple de Gabon. Ces trois pays ont connu le coup d'État et ont été condamnés vigoureusement par cette organisation qui est dite CEDEAO. Maintenant, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont décidé de créer, de sortir de G5 Sahel, qui est une organisation regroupant et les États de l'Afrique centrale et les États de l'Afrique de l'Ouest. Donc, ils sont sortis de G5 Sahel pour créer ce qu'on appelle l'AES. L'AES, c'est l'Alliance des États sahéliens. Donc, cette alliance renferme les trois États que vous connaissez ici. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Ça, c'est mon analyse personnelle. Vous savez qu'il y a eu tension qui brûlait entre les États qui ont connu ce coup d'État avec la puissance occidentale. Il faut nommer la France. Oui. Et ces États ont décidé de prendre leur destin en main parce qu'il faut revenir à l'africanité, comme les gens ont l'habitude de parler de la solution africaine. Ils ont décidé de résoudre leurs problèmes à l'africanité. En créant cette alliance, ils ont abandonné le G5 Sahel, qui est même beaucoup plus une organisation contrôlée par la France. Et comme ces États décident complètement d'échapper la puissance coloniale qui est la France, et vous savez que dans la CEDEAO, il y a également la mainmise de la France dans cette organisation. Et s'ils sortent de G5 Sahel et continuent à rester avec la CEDEAO, ça veut dire qu'ils ne sont pas véritablement indépendants. Vous voyez? Ils ne sont pas véritablement indépendants. C'est-à-dire que la France continue à avoir la même mise sur eux à travers cette organisation qui est la CEDEAO. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut également sortir de la CEDEAO pour montrer un visage complètement différent, pour faire savoir à la France qu'ils n'ont rien à foutre avec elle. Moi, ce sont les analyses que j'ai eu à faire. Parce que c'est la position que ces États veulent déterminer vis-à-vis de la France qu'ils en ont marre. Ça, c'est mon point de vue.
au-delà de au-delà de ce départ, qui est apprécié beaucoup plus par les Africains, vous savez également que l'OIA, qui est une unité africaine, l'organisation de l'Union africaine, qui est même beaucoup plus influencée par la France, est en train de se lamenter du départ parce que le départ de ces 3 États africains était danger même pour l'OIA. Parce que en quittant l'organisation de la CEDEAO, en quittant le G5 Sahel, qui sont des affiliés de l'OIA, vous voyez qu'il y a un problème qui se pose. Puisque l'OIA également est beaucoup plus contrôlée par la France. La France est en train de s'inquiéter de cette position que les 2 États ont prise. Vous voyez. Donc, c'est un jeu politique. C'est complètement un jeu politique. Je voudrais quand même éclaircir certaines choses. Est-ce qu'on a idée de la façon dont la France contrôle ces organisations? Est-ce qu'on a quand même une petite idée là-dessus? Oui, bon, c'est ce que je voudrais dire, que sur le plan politique, il faut reconnaître très honnêtement que les organisations comme la CEDEAO, la CEMAC, voire même l'OIA, sont contrôlées de plus près par la France. Vous voyez, non? Je pourrais même vous dire qu'il y a certaines décisions qui sont prises depuis la France pour impacter ces organisations sur le plan économique, sur le plan politique, sur le plan sécuritaire. Prenons un seul exemple de lutte contre le terrorisme. Si ces organisations sont véritablement indépendantes, pourquoi nous avons besoin de la France dans cette lutte? Si réellement la CEDEAO est indépendante, pourquoi l'installation de bases africaines dans le pays? Des bases françaises? Oui, des bases françaises. Voilà. Est-ce que les Africains ne sont pas capables, avec les moyens que nous avons actuellement, de mener cette lutte antiterroriste? Ça, c'est des interrogations qu'on se fait chaque jour. Est-ce que les Africains ne sont pas capables de choisir leur président? Ça, c'est sur le plan politique. Donc, vous voyez que tout ce qui se passe à travers ces organisations, il y a une puissance qui est derrière. Et d'après les analyses des Africains, ont compris, maintenant, avec la maturité politique des Africains et la formation que les gens ont eue sur le plan sécuritaire, les Africains et surtout les 3 pays de l'Afrique de l'Ouest ont compris ce qui se passe à travers ces organisations. Donc, il est temps de s'autodéterminer. C'est pourquoi ils ont pris leur destin en main en créant, comment on appelle, l'Alliance des États sahéliens. Et vous verrez dans l'avenir, qu'est-ce que ça va donner. Vous verrez que chaque jour que Dieu fait, aujourd'hui, les 3 pays qui se sont constitués aujourd'hui face à l'ampleur ou bien à l'attaque des terroristes, vous voyez qu'ils sont en train d'affaiblir même plus sérieusement ces réseaux de terroristes. Oui, il faut dire les choses sans ambiguïté quand il s'agit du terrorisme. Le terrorisme, c'est un moyen pour les Occidentaux d'accomplir leurs objectifs, n'est-ce pas? Ils utilisent toujours le terrorisme pour une excuse, pour comment on appelle, par exemple, si vous prenez l'Irak, il y a milliers de morts, d'accord? Et si vous prenez l'Afghanistan,
Il y a un millier de morts. Ils ont utilisé la même méthode qui est de dire il y a des terroristes qui sont là-bas, il faudrait aller. Et puis, mais alors que l'objectif, c'était pas pour détruire des terroristes quelconques, mais plutôt il y a un agenda qu'il faut accomplir. Et donc, il faut que les gens comprennent ce qui se passe, puisqu'il y a des milliers de morts et maintenant, ils n'ont aucune justice. Personne n'est poursuivi. Par exemple, George Bush, n'est-ce pas? Ou par exemple, Nicolas Sarkozy, les leaders occidentaux. D'accord? Ils ont causé Oui. des dommages humains sur, sur la communauté internationale. Et les gens, il faudrait qu'ils comprennent ça. Et puis, en ce qui concerne les Tchad, apparemment, les Tchad faisaient partie de l'alliance antiterroriste, c'est ça? Oui, justement, c'est ce que j'avais dit au départ. Je disais que le Tchad est l'un des pays du G5 Sahel, avec la Mauritanie, le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Ils constituaient les 5 pays qui ont créé au départ le G5 Sahel. Mais après les coups d'État, vous savez qu'il y a quelque chose, comme je disais, il y a des langues sous roche, puisque les 3 États qui ont créé le coup d'État ont décidé de quitter le G5 Sahel. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Puisque ces coups d'État ont été condamnés et par le G5 Sahel et par la CEDEAO. À l'époque, quand le Mali a connu le coup d'État, la Mauritanie et le Tchad ont condamné ce coup d'État. Le Niger a condamné également le coup d'État, comment on appelle, du G5 Sahel. Après, quand la Guinée aussi, bon, qui ne faisait pas aussi dans le G5 Sahel, le Burkina Faso a connu le coup d'État, effectivement, ils ont condamné, ainsi que la CEDEAO. Donc, ces États ont compris ces enjeux-là, les enjeux qui alimentent même le réseau de terrorisme dans le Sahel. Aujourd'hui, 30 janvier 2024, on a envie de poser une question, puisque c'est ça l'actualité. 3 États, Monsieur le Président, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi décider de sortir de la CEDEAO? Merci. Comme vous dites, c'est une question d'actualité. C'est intervenu le dimanche dernier, cette décision de retrait donc, de ces 3 pays regroupés au sein donc, de l'AES. Ce n'est pas de gaieté de cœur que de tourner le dos à une organisation, mais c'est à l'issue d'une analyse profonde. Et je pense que cette organisation est née en 1975, si je ne me trompe. En 1975, en effet. Avec les chefs d'État, pour la plupart militaires d'ailleurs. En tout cas, pour ce qui concerne l'AES, ils étaient tous militaires. Absolument. Je pense que c'était une volonté donc d'intégrer les peuples, de faire de l'épanouissement de l'économie, de la solidarité, de l'entraide, en tout cas des vertus panafricanistes qui ont conduit donc les chefs d'État à créer donc cette organisation. Malheureusement, au fil du temps, l'organisation a perdu ces valeurs-là. Et aujourd'hui, le constat est clair. Je pense que depuis plus d'une décennie, les républiques sœurs du Mali, du Niger sont en guerre contre le terrorisme. Et au Burkina, bientôt près d'une décennie, on est en guerre. Cette organisation qui était censée donc créer l'entraide, la solidarité, nous n'avons jamais reçu d'aide venant de cette organisation. Aucun soldat, aucune logistique, aucune compassion. Mais, Monsieur le Président, on a envie de dire, on comprend que ces derniers temps, les relations ont été particulièrement difficiles, qu'avec ce qui s'est passé, les coups d'État qu'il y a eu dans ces différents États que vous venez de citer, le Mali, le Niger et le Burkina, vous ayez envie de partir. Et les gens se disent, est-ce que ce n'est pas en réaction au fait qu'ils n'acceptent pas que vous ayez perpétré des coups d'État, que vous partez et que vous vous dites, bon, mais puisqu'ils n'acceptent pas, on s'en va? Les coups d'État, on ne les fait pas parce qu'on le veut. C'est cette manière de voir les choses qu'il faut changer. Vous êtes d'accord avec moi que
d'abord ces États en crise pour faire un coup d'État et assumer ses responsabilités. C'est très lourd. Donc, c'était là l'interview d'Alain Foka avec le président des transitions de Burkina Faso, n'est-ce pas? Donc, tu peux continuer sur les analyses. Voilà, donc je disais, personne ne vous dira les raisons profondes du départ de la CEDEAO, mais selon les analyses que je viens de faire, nous avons déjà l'impression que c'est une lutte de manière généralisée. C'est une lutte généralisée que les trois États ont engagée actuellement. C'est pour quoi? C'est pour se protéger économiquement, sécuritairement et politiquement. Vous voyez? Donc, ces 13 États matures, à savoir le Niger, le Burkina Faso et le Mali, ont pris leur destin en main pour une indépendance digne de nom et une indépendance à l'africanité. Donc, ce que je voudrais dire, c'est que il y a quelque chose qui ne marchait pas bien quand ils étaient encore dans le G5 Sahel. Il y a des choses qui ne marchaient pas. Parce que plus les gens investissent beaucoup de moyens dans la lutte contre le terrorisme, plus on se rend compte que les raisons qui étaient à l'origine de la création de ces G5 Sahel, c'est-à-dire les raisons sont économiques, les raisons sont donc d'assurer la tranquillité ou bien la sécurité dans les 5 États sahéliens. Ces choses-là, ces raisons-là n'ont pas trouvé gain de cause. Et il va falloir donc du coup revoir les choses de manière à ce qu'on puisse restaurer véritablement la sécurité, la paix et que le réseau de terrorisme soit complètement affaibli. Vous voyez que pendant le G5 Sahel, l'économie de ces États ne marchait pratiquement pas. Les gens ne vivaient qu'en régression. Plus on luttait contre le terrorisme, plus le réseau s'activait. Donc, il y avait quelque chose qui ne marchait pas en toute réalité. Donc, en ce qui concerne les raisons de ces retraits, il a mentionné que, comme vous avez mentionné au début, l'organisation est contrôlée par la France, elle est contrôlée du point de vue extérieur et cela ne servit pas les intérêts africains. Et le deuxième point, c'est que l'organisation n'a pas contribué à l'économie de ces pays. Et puis le troisième point, c'est que cette organisation n'a pas quand même éliminé le terrorisme. Donc, ils ont contribué, ils ont mis beaucoup de ressources contre le terrorisme, mais jusqu'à là, ils n'ont pas pu résoudre ces problèmes. Donc, je pense que ces raisons qui ont poussé, parmi d'autres, pousser ces pays à se retirer de cette organisation qui apparemment n'a pas... Tu m'entends? Donc, je disais que les raisons qui ont été présentées, c'est que l'organisation est contrôlée par la France, n'est-ce pas? Et puis, oui. Là, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que du point de vue économique, l'organisation n'a pas contribué dans ces pays-là. Et la troisième raison est que le terrorisme n'a pas été éliminé. Donc, c'est ces raisons qui, parmi d'autres, je pense, qui ont poussé ces États de se retirer de l'organisation.
Est-ce que tu as d'autres points à ajouter? Oui, c'est pratiquement ce que vous venez de citer, mais au-delà de ce que vous dites aussi, il faut comprendre hein, qu'il y a un problème politique qui s'ajoute. Le problème politique, c'est que la plupart des dirigeants de ces États qui ont connu le coup d'État étaient beaucoup plus influencés par la puissance occidentale. Et donc, les gens s'étaient rendus compte que non, il faut se débarrasser de ces antennes, en quelque sorte, de l'Occident qui manipulait hein, la vie des Africains, hein, à bon leur semble. Donc, il a été question également de se débarrasser de ces comment on appelle, dirigeants africains qui sont au service de la puissance occidentale. Voilà les impacts, toutes ces raisons-là qui ont amené ces États à se constituer vraiment un véritable bouclier contre l'invasion ou en quelque sorte une colonisation qui ne dit pas son nom en Afrique. J'ai constaté qu'il y a un esprit de panafricanisme oui. qui se présente dans ces pays-là. Beaucoup de gens qui sont motivés par le panafricanisme, Panafricanisme, oui. qui est une idéologie d'autodétermination des Africains, n'est-ce pas, d'être responsables de leur destin. Est-ce que les Tchad, on a le sentiment que cet esprit quand même revient au Tchad petit à petit? Est-ce qu'on peut dire que les Tchadiens, du point de vue politique, sont en train de progresser dans ce sens? Oui, il y a des germes, déjà qui commencent à venir au Tchad. Mais sachez que la situation au Tchad est un peu exceptionnelle. Les gens ont su comment manipuler les fibres, hein, les fibres sociétales qui gangrènent vraiment la population tchadienne. Ce qu'ils ont d'abord organisé pour aujourd'hui continuer à manipuler le Tchad, c'est que les gens, ces puissances-là ont identifié hein, les forces des Tchadiens pour affaiblir dès le départ. Et les fibres que je faisais ressortir ici, c'est que les gens ont eu à transformer hein, ces différences qui étaient d'abord au départ une force, hein, qui était d'abord une force pour les Tchadiens. Ils ont manipulé la religion, ils ont manipulé, comment on appelle, la géopolitique, hein, la géopolitique qui était au départ un avantage pour le Tchad. Ils ont manipulé ces fibres, hein, comment on appelle, sociaux là, pour aujourd'hui casser les dynamiques, si vous voulez, casser la dynamique de la détermination, du vent de panafricanisme. C'est-à-dire ils ont cassé presque toutes les dynamiques, mais maintenant, ces fibres-là sont en train de se reconstituer. Hein, la jeunesse qui pousse actuellement germe déjà avec l'idée de panafricanisme. Donc, ce qui est sûr, hein, je vous garantis qu'aujourd'hui, le peuple tchadien est mature et ils ont compris hein, le jeu de la puissance coloniale dans ce pays. Et sans vous mentir, si la France, si la puissance occidentale insiste avec son plan ou bien sa politique de division pour mieux régner, ils vont se tromper. Parce que maintenant, la jeunesse a pris son destin en main et les choses iront mieux avec cet esprit du panafricanisme. Ça, je vous le rassure. C'est vrai qu'au départ, on était tellement divisés et actuellement même, ces fibres-là
commence, mais on est en train de constater un petit changement et avec le temps, je crois que ça va aller. OK, donc on va finir sur ces points. Merci pour ces interventions. Donc, à la prochaine. Merci. C'est à moi de vous remercier. Merci beaucoup.